Je sais que c'est un peu inhabituel comme demande, mais j'espérais que vous pourriez me donner un conseil pour gérer une situation avec un collègue. Je préfère ne pas dire exactement où j'habite, ni où je travaille. Je veux rester anonyme. Alors voilà l'essentiel de l'histoire. On s'est rencontrés quand j'ai commencé à bosser dans une grande chaîne de magasins à Montréal, un endroit plein d'employés. Lui, il a été le premier à faire un effort pour être gentil. Il s'appelait Jean-François. Au départ, je me suis dit qu'on allait peut-être devenir des collègues sympas. Et puis non. Ça a rapidement dérapé. Il est passé du chaleureux, du pote, à l'insistant qui m'invite à prendre un verre sur le boulevard Saint-Laurent. J'étais pas là pour une relation. J'ai bien compris ce que signifiait son invitation. Alors, chaque fois qu'il me proposait, je refusais poliment, en espérant qu'il finirait par comprendre. Il n'a pas compris. Il pensait qu'en insistant, je finirais par céder. J'avais pas le cœur de lui dire que je ne l'aimais pas de cette façon, mais je ne voulais pas non plus mentir en disant que j'avais un copain. À la fin, j'ai pensé que le mieux serait de changer de département. Sauf que ça est devenu un jeu du chat et de la souris. Où que j'aille, il se retrouvait juste à côté. J'ai fini par aller voir les ressources humaines. Et ce n'est qu'à partir de là qu'ils ont arrêté de le transférer, sans lui dire que c'était moi qui m'étais plainte. J'avais fait l'erreur de lui donner mon numéro quand j'ai commencé, parce qu'il avait proposé de couvrir mes shifts. Quand j'ai compris qu'il n'allait servir qu'à me harceler, je l'ai bloqué. J'ai mis mes comptes privés. Il m'a quand même envoyé une demande d'ajout sur Instagram. Je l'ai ignoré, pensant qu'il finirait par accepter que son attention n'était pas désirée. Il n'a pas accepté. Au début, son comportement de harceleur était gérable. Nos départements étaient éloignés l'un de l'autre. On se croisait rarement. Et quand c'était le cas, c'était un sourire sec, un hochement de tête, et chacun repartait à ses affaires. Jusqu'à une soirée où on avait fermé et que je marchais vers ma voiture. L'hiver venait d'arriver au Québec. Il faisait déjà nuit. La neige tombait en rafales fines. L'air coupait la peau comme un rasoir. J'avais garé loin, dans le grand stationnement extérieur du boulevard Saint-Jean. Il y avait presque personne. J'ai levé le nez de mon téléphone et je l'ai vu, planté à côté de la portière du conducteur, comme s'il m'avait attendu. J'ai senti mon estomac se nouer, mes mains se mettre à transpirer. Le bitume sentait la poudre froide et l'essence, mes bottes crissaient. Mon cœur a commencé à battre fort. J'ai entendu mes poumons avaler l'air glacé. Je me suis efforcé de rester aimable, de désamorcer la situation. « Qu'est-ce que tu veux ?» je lui ai demandé, la voix plus posée que je ne me sentais. Il a essayé de faire la conversation, des banales. Je l'ai laissé 2 minutes, puis j'ai été direct. « Tu veux quoi, exactement ?» Quand il m'a demandé si je pouvais le raccompagner, j'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge. Il habitait sur mon trajet, vers Laval. Il le savait. Le refuser dans cet endroit sombre aurait paru sec. Mais c'était terrifiant. Ce mec n'acceptait pas un refus. Là, il me bloquait l'accès à ma voiture, seul dans un stationnement désert. Et la nuit avalait tout autour de nous. Je veux pas noircir pour critiquer tous les hommes, mais parfois, ils ne perçoivent pas à quel point ce genre de comportement est terrifiant. Il pouvait me maîtriser physiquement s'il avait voulu. J'ai donc fait ce que je pouvais pour rester douce, pour ne pas le braquer, même si c'était la dernière chose dont j'avais envie. J'ai sorti l'excuse la plus gentille possible. J'étais trop occupé. Je devais aller chercher ma mère, Marie-Claude, chez une amie à Rosemont. Je voulais surtout pas être enfermé seul avec lui dans la voiture, avec la peur de devoir lui dire non et de le voir refuser de sortir, faire une scène. Je n'étais pas prête pour ça. Il a changé de sujet,
m'a demandé si j'avais vu sa demande sur Instagram. J'ai menti. J'ai dit que non, que je faisais une pause pour ma santé mentale. C'était partiellement vrai. Il a rétorqué que, puisqu'on était collègues, ce serait pratique de rester en contact sur les réseaux. J'ai promis de vérifier mon compte à la première occasion. Il a enchaîné, m'a demandé pourquoi je ne répondais pas au téléphone. J'ai balancé que j'avais un nouveau numéro chez Vidéotron et que je ne l'avais pas encore mémorisé. Il a flairé le mensonge en un éclair. Le visage s'est figé. Le sourire est tombé. De chaleureux, il est devenu glacial en une seconde. J'ai senti mon sang se refroidir. Il a expliqué que quand il appelait, la petite voix automatique ne disait pas que le numéro était inactif. Elle disait que la personne n'était pas disponible. Il avait su détecter la nuance comme si c'était une preuve. Il a commencé à m'accuser. Est-ce que je l'avais bloqué? Pourquoi? Et qu'est-ce que je lui avais fait de si grave? J'ai essayé d'être la plus lisse, la plus niaise possible, jouer la fille qui comprend rien aux réseaux et aux opérateurs. Ça ne lui a pas suffi. Il me coupait la parole, revenait, posait des questions dures et rapides, comme un quiz, et ses yeux me scannaient. J'ai craqué. J'ai pété un câble. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, que ça faisait des semaines qu'il aurait dû comprendre, que s'il ne me laissait pas tranquille, j'irais aux ressources humaines. Il m'a insulté, il a ri, il m'a traité de mesquine. Il savait très bien ce qu'il faisait, me rejeter, puis me humilier. C'est une danse vieille comme la rue. Après m'avoir lâché en vent mauvais, il est parti dans la nuit neigeuse. Le soulagement était minime. Ma poitrine était douloureuse et j'ai pleuré dès que j'ai sauté dans la voiture, sans bruit, en serrant le volant, en laissant la respiration revenir. Je suis resté là, immobile, avec l'écho de ses pas qui s'effaçaient dans la poudreuse. Je sais que ça peut paraître hypersensible. J'ai toujours détesté le conflit. Et je me suis mise à trembler et à pleurer quand l'adrénaline est redescendue. J'ai pensé naïvement que c'était fini. J'aurais dû savoir. Il a vu ma faiblesse comme une faille. Son comportement a empiré ensuite. Il est resté à l'écart au travail pendant un moment. Quand on se croisait, il m'ignorait complètement. Ça me convenait. Mais je savais qu'il était dévoré par l'humiliation. Et je m'en fichais, honnêtement. J'aurais voulu qu'il comprenne quand il a commencé. Mais il ne l'a pas fait. Je pensais que s'éloigner suffirait. J'avais tort. Et la semaine dernière, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit à cause d'une vibration de téléphone. J'avais besoin d'aller aux toilettes, donc je suis allé le chercher. L'écran affichait un message venant d'un numéro inconnu. J'étais à moitié endormi en lisant. Au bout de 2 ou 3 lignes, le sang m'est monté au visage. Le message venait de lui. Il écrivait quelque chose comme « Hé, je crois que je suis garé à côté de ta voiture. Tu habites bien au 456, rue Ontario-Est, Montréal? Parce que j'ai la même voiture garée à côté. C'est la tienne. C'est pas possible. Quel hasard, hein? » Il avait joint une photo, une image floue de phare, d'un capot givré, comme pour prouver qu'il n'inventait pas. J'ai senti la glace se répandre dans mes veines. Dès mon cœur frappait la cage thoracique, comme si quelqu'un le serrait à la main. L'air de ma chambre me manquait. Je me suis levé, j'ai regardé la rue à travers le rideau, j'ai senti l'odeur du café froid sur la table. J'ai presque entendu le bruit d'un moteur loin quelque part. Mon esprit a commencé à tourner à 1000 à l'heure. Est-ce qu'il m'a suivi? Est-ce qu'il a acheté une voiture avec des plaques du Québec? Il aurait pu me suivre depuis le travail, collé à moi sur l'autoroute 40, juste derrière moi tout le trajet. À moins que j'aie regardé mon rétroviseur, je n'aurais jamais su qu'il était là.
Je ne sais pas quoi faire. J'ai presque pas confiance en la Sûreté du Québec ou le SPVM pour me protéger. Je veux pas retomber chez mes parents parce qu'ils habitent à 5 minutes en voiture du magasin, à Laval. Et je refuse que ma voiture reste devant chez eux, au risque qu'ils repèrent où ils vivent aussi. Je suis prête à démissionner. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire, dès que j'aurai l'occasion. Mais j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a vécu ça et a eu des solutions. Pas des conseils juridiques. Je n'ai presque plus foi dans les forces de l'ordre pour faire quelque chose d'efficace. J'ai besoin de témoignages concrets. Qui a réussi à se débarrasser d'un harceleur quand la police n'a rien fait? Est-ce que vous avez changé de numéro, déménagé, installé une alarme? Avez-vous mis des caméras? Tout ce qui a marché, dites-moi. Je n'ai pas envie d'en parler à mon frère Étienne. Sincèrement, s'il apprenait ça, il finirait par vouloir cogner la porte de ce type. Et je sais que ça le mènerait droit en prison. Et puis mon père n'est plus là. Quand les gens demandent pourquoi je ne demande pas l'aide d'un homme de la famille, la vérité, c'est que je n'ai personne du sexe masculin sur qui compter pour ça. C'est embarrassant d'avouer, mais c'est la réalité. Je sais que ce n'est pas la chose la plus terrifiante qu'on puisse lire, et j'ai l'impression d'imposer en racontant ça, quand d'autres ont frôlé la mort. Mais quand je dis que j'ai peur, je le pense jusqu'au fond de l'âme. Ce que je vis ne me semble pas être une anecdote qu'on racontera à rire dans 15 ans. J'ai peur que ça devienne le dernier chapitre de ma vie. Son comportement escalade. Il a commencé par des demandes maladroites, et maintenant il est capable de me coller jusqu'à ma porte. Je suis prête à tout pour que ça s'arrête. Et parce que la fin la plus probable quand ça monte comme ça, on la devine toute. J'ai même du mal à prononcer ce mot dans ma tête. J'ai peur que si cela continue, il y ait une issue fatale. Si vous pouviez lire ça pour vos auditeurs, que quelqu'un entende ce que je vis, et que ça ouvre la porte au conseil, ça m'aiderait. Racontez-leur que je suis terrorisé, que je suis prête à tout pour éteindre cette menace. Dites-leur que je n'ai pas confiance dans la police, que je ne veux pas traîner mes parents dans ce cauchemar, que je vais sans doute quitter mon travail. Et si quelqu'un a une histoire où il a réussi à mettre fin à ce type d'obsession sans en venir aux armes, j'ai besoin de ces solutions. Je vis avec l'impression que quelqu'un m'observe par la fenêtre. Chaque bruit de moteur me fait sursauter et chaque vibration inconnue me fait perdre le souffle. Je m'imagine sa silhouette derrière les vitres givrées. J'entends la craque des pneus sur la neige, son souffle qui se confondrait avec le vent. Les nuits sont devenues des champs de silence tendus, où chaque tic-tac est un pas de plus vers quelque chose de pire. Mes mains tremblent en écrivant ces mots. Je dors mal. Quand je ferme les yeux, je vois sa voiture. Quand je m'endors enfin, je me réveille en sursaut, le cœur battant comme un tambour, la langue sèche, la bouche pleine d'un goût métallique. Je n'attends pas de miracle juridique. Je veux des astuces pratiques, des lumières, des caméras, des voisins vigilants, des témoins, des preuves à accumuler pour qu'un dossier soit impossible à ignorer, des façons de brouiller son accès. Et si quelqu'un a réussi à convaincre un harceleur d'abandonner juste en changeant certaines habitudes, je veux savoir. Si quelqu'un a trouvé comment protéger sa trajectoire jusqu'à la maison, comment stationner sans attirer l'attention, comment rendre sa vie inutile à pister, dites-moi tout. Je sais que je finirai probablement par quitter l'emploi. J'ai déjà commencé à regarder d'autres offres. Mais j'ai peur que ce type découvre encore une fois où je vais, qu'il continue à me suivre, qu'il fasse des allers-retours entre les adresses pour me traquer. J'ai peur de croiser son regard
et d'y lire la satisfaction malsaine d'un chasseur. Les nuits sont lourdes. Parfois, je me dis que je dois en parler à quelqu'un de confiance, mais qui? Mon frère Étienne a ce tempérament qui veut tout régler à coups de poing. Je ne veux pas que ça en arrive là. Je ne veux pas non plus me sentir humilié, parce que j'ai été obligé d'aller jusqu'à porter plainte. J'ai déjà l'image de ma mère si elle savait, l'odeur du café qu'elle ferait, en essayant de me rassurer, les phrases banales que je redoute d'entendre, et la peur qui me ratatine de l'intérieur et qui me souffle des plans noirs. Alors j'écris, et je supplie, si vous, auditeurs, avez vécu ça, partagez. Si vous avez des moyens concrets, partagez. Si vous savez comment éteindre l'attention d'un homme qui s'est mis en tête que vous lui apparteniez, dites-le. Je veux respirer sans avoir l'impression d'être suivi. Je veux marcher jusqu'à ma voiture sans sentir des yeux sur mon dos. Je veux retrouver le sommeil sans me réveiller en me demandant si ce soir sera le soir. Merci d'avoir écouté et merci de prendre un moment pour laisser vos conseils en commentaire. Si une solution existe autre que quitter la ville, je suis prête à l'essayer. Je veux juste que ça s'arrête. Je veux pouvoir rire de tout ça dans quelques années et pas pleurer à l'idée de sortir. Je suis en 2013. J'étais adjoint au gérant d'une quincaillerie, ici, à Montréal, au Québec. Pour mes quarts du matin, j'ai ouvert le magasin, j'ai mis l'ordinateur et les caisses en marche, puis je suis allé dans le bureau écouter le répondeur. C'était devenu, sans que je m'en rende compte, l'étape la plus cruciale de mes matins. Le message disait si une livraison avait été annulée, si quelque chose arrivait plus tôt que prévu, ou si quelqu'un s'était déclaré malade. Je me suis assis avec mon café. L'odeur âcre du café a rempli la pièce. J'ai écouté 2 ou 3 messages plutôt banals. Puis j'ai appuyé sur lecture pour le suivant. J'ai reconnu la voix tout de suite. J'avais à moitié prévu d'entendre la voix de Gilles sur le répondeur, parce qu'il devait être là ce matin-là pour m'aider à ouvrir. L'entendre m'a soulagé. Et d'abord, au moins, je me suis dit, il va bien, il est juste malade. Mais ce n'était pas ce qu'il avait appelé pour nous dire. Gilles était un homme d'un âge avancé, presque à la retraite. C'était sans doute l'un des êtres les plus doux avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Alors, le voir absent ce matin-là m'a inquiété. Je me suis imaginé qu'il dirait qu'il ne se sentait pas bien, qu'il prenait sa journée. Ça allait être chiant de trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais au moins, il allait bien. Sa voix a commencé par un « Bon matin, mesdames », et j'ai souri tout de suite. C'était sa façon de nous saluer chaque matin. Puis il a ajouté, d'un ton étrangement léger, « Je suis vraiment désolé, mais je ne pense pas pouvoir venir travailler demain matin. Je vais voir Suzanne. » Je n'avais aucune idée de qui était cette Suzanne. Je n'étais pas très proche de Gilles, pas comme les dames qui travaillaient en surface ou aux caisses. Je suis allé demander. Je suis allé voir ma collègue Janine et je lui ai demandé qui était Suzanne pour Gilles. La façon dont elle m'a regardé m'a presque tout dit. Suzanne, m'a-t-elle soufflé, c'était la femme de Gilles. Enfin, ça l'avait été, jusqu'à ce qu'elle meure. Ce n'était pas drôle. Mais vous voyez l'idée. Quand il a dit « Je vais voir Suzanne », j'ai pensé qu'il voulait dire qu'il allait lui rendre visite au cimetière, voir sa tombe, comme il le faisait parfois. Mais quand je l'ai dit à voix haute et que j'ai remis en doute que cela méritait un arrêt maladie, Janine est devenue d'une pâleur presque translucide. Elle a seulement dit « Je crois que tu ferais mieux de passer quelques coups de fil. » Alors je me suis mis à téléphoner. J'ai appelé Gilles sur son cellulaire.
J'ai appelé peut-être 2 ou 3 fois, espérant qu'il n'entendrait pas son téléphone. J'ai essayé le téléphone de la maison. Rien. Mes appels sont restés sans réponse. J'ai reposé le portable. 2 secondes à peine se sont écoulées, pas même 2 secondes, et il a sonné. J'espérais entendre Gilles. C'était son fils. Quand je lui ai demandé si son père allait bien, il a dit non. Son père n'allait pas bien parce qu'il était mort. Il était décédé pendant la nuit. Son fils m'a dit que c'était ce qu'il avait compris en voyant la scène. Il a dit que son père avait réglé toute une pile de papiers, qu'il avait fait son testament, avant de se coucher dans son fauteuil inclinable et de s'éteindre dans la nuit. Il avait arrosé ses plantes, payé ses factures, émis son plus beau costume et ciré ses chaussures. Il avait laissé des messages pour nous, et un pour le directeur de la chorale, pour lui dire qu'il n'aurait pas besoin d'un trajet pour la répétition. Puis il s'était couché dans son fauteuil, et il était mort, simplement comme ça. Il n'y avait rien pour laisser penser à une sortie accélérée, pour parler crûment. Pas de comprimés, pas de sang, pas de sac plastique transparent ou quoi que ce soit de vulgaire. Tout avait l'air complètement paisible, complètement naturel. Et c'est bizarrement ce qui m'a glacé le sang, ce qui m'a fait peur, plus que l'image, c'est la précision presque ordonnée de ses derniers gestes. Il avait ciré ses chaussures, il avait payé ses factures, il avait arrosé ses plantes, il avait pris le temps de ranger ce qui pouvait l'être. Depuis, il avait laissé quelques mots sur un bandeau magique d'électronique et s'était laissé partir. Comme on ferme la porte à clé le soir, comme on éteint la lumière. Est-ce que nous savons tous, au fond, quand notre heure approche? Est-ce que l'on ressent cette chose proche, froide et nette, comme une odeur ou un bruit sourd derrière la porte? Est-ce que l'on peut être si calme, si étonnamment joyeux en la regardant venir? Ou Gilles n'avait-il simplement pas peur? Il l'a affronté, en souriant, en rangeant ses affaires, en écrivant ses dernières formalités comme on écrit une liste de courses. Était-ce de la résignation, de la sagesse, de la folie douce? Ce n'est pas l'événement le plus terrifiant qui me soit arrivé. J'ai été dans un carambolage à 14 véhicules sur l'autoroute. 4 personnes sont mortes. Là-bas, il y avait des cris, l'odeur d'essence, le métal tordu qui gémissait, et les ambulanciers qui couraient comme des loups affolés. Ce chaos horrifique m'a secoué jusqu'aux entrailles. Et pourtant, ce n'est pas ce souvenir qui me hante en permanence. C'est la mort tranquille de Gilles qui ne me lâche pas, le calme impeccable de sa disparition, le soin qu'il a mis à tout préparer, le silence qui a suivi. Tout ça soulève une série de questions qui restent sans réponse et qui me collent à la peau la nuit. Savons-nous vraiment quand notre fin arrive? Et si oui, que ferions-nous? Nous préparerions-nous comme on passe un linge? Ou nous battrions-nous pour un dernier cri, pour un peu de désordre, pour exister jusqu'au bout? Sa maison, m'a dit son fils, n'avait pas l'air d'un théâtre. Elle avait l'odeur du cuir ciré, et du tilleul infusé le matin, et du papier. Rien de sinistre, rien de théâtral. Juste un homme qui a fait ses comptes et qui est parti. Je l'ai entendu, et j'ai senti mon cœur taper dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait serré juste un peu ma cage thoracique. Le répondeur, la petite lumière rouge qui clignotait, l'écho de la voix de Gilles qui me disait « Je vais voir Suzanne ». Et puis le silence, un silence plus lourd que n'importe quel accident. On dit que la mort nous rend égaux, peut-être, mais elle laisse des questions qui rongent, des images qui restent, des odeurs et des gestes qui ne veulent pas s'effacer. Et c'est ça, souvent, le pire. Pas la violence, parfois, la banale,
la propre, la soignée, la mort polie qui range ses affaires avant de sortir, qui dit au revoir, comme on glisse un mot sous la porte. Et je repense encore à ce matin-là, à la lumière blafarde du bureau, au bruit sourd des caisses, à l'odeur du café qui refroidissait. Je repense à la voix de Gilles, chaude, ordinaire, et au constat. Il nous a quittés sans drame, sans hurlement, sur la pointe des pieds. Et ça, c'est ce qui me hante le plus. Je m'appelle le père Thomas, et ça fait 3 ans et demi que je suis au presbytérat de la paroisse Saint-Nicolas, ici, à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est un tout petit bled de la Chaudière-Appalaches, dans la province, et quelques 5000 personnes, oui, la communauté est fière de son coin, appellent cet endroit chez elle. Un village québécois à l'ancienne, une jolie place publique, 3 tavernes qui ont du caractère, et même un manoir seigneurial du XVIIe siècle, à la lisière du village. Franchement, il n'y a nulle part où j'aurais préféré vivre ni servir le Seigneur. Et pourtant, Saint-Nicolas porte une histoire pleine d'étrangetés, et parfois de choses franchement sinistres. Au musée du coin, on t'expliquera que le village a commencé comme poste de colonisation française au début du XVIIe siècle, et mais à quelques 3000 au sud-est, au sommet d'un endroit qu'on appelle la colline du Corbeau, on trouve des traces d'un lieu d'enterrement iroquois, vieux de 5000 ans. Les autochtones d'alors déposaient leurs morts dans une grande chambre, là-haut. C'était un lieu de respect, mais aussi de rite, d'endroit où les vivants pouvaient encore parler avec les morts. La mémoire collective, la parenté, l'idée que les défunts font encore partie d'une communauté. Pour mon métier, ça m'a toujours ému profondément. Je me demande souvent combien ces esprits ancestraux pèsent encore aujourd'hui, ou si les événements étranges que j'ai vus ici ne sont que l'écho de choses bien plus récentes. Au XVIIe siècle, un scandale a secoué une abbaye voisine, Sainte-Croix. Pendant des siècles, l'abbaye avait gardé une relique prétendue sainte, le Saint-Sang. Un coffret de bois ouvragé, dedans un flacon de verre, censé contenir le sang du Christ, le sang qui ruissela des pieds du Christ sur la croix, ramené d'Orient par un chevalier croisé au XIIIe siècle, disait-on. Ce chevalier racontait que des moines de l'Ermitage, quelque part près de la mer Morte, lui avaient confié la relique après qu'il les eut défendus contre une attaque sarrasine. Les moines avaient juré de leur âme l'authenticité du flacon, prétendant qu'il avait appartenu jadis à l'un des apôtres. Après avoir été mis à l'abbaye de Sainte-Croix, le monastère était devenu l'un des plus importants de la Nouvelle-France. Puis, au XVIIe siècle, une inspection révéla quelque chose d'effroyable. Le flacon avait disparu. Selon l'enquête officielle, une bande de voleurs professionnels avait dérobé la relique pour le compte d'un seigneur richissime. Mais réfléchis un instant. Qui peut payer des voleurs pour voler un objet pareil, sinon quelqu'un qui tient à ce que l'objet reste secret chez lui? Une grande maison, un grand staff, impossible que personne n'ait parlé. Pourtant, ni les voleurs ni l'acheteur ne furent jamais retrouvés. Beaucoup ont cru que le Saint-Sang dort quelque part, planqué, attendant d'être retrouvé. D'autres y voyaient autre chose. Beaucoup d'autres. Peu après le vol, un inquisiteur, on disait un chasseur de sorcières, mandaté par la royauté, débarqua à Québec. Le gouverneur de la Nouvelle-France, obsédé par la chasse aux sorcelleries, entendit parler du vol et crut la main du diable à l'œuvre. L'enquête de ce chasseur de sorcières mena au procès qu'on a baptisé des sorcières de Burley. Jeanne Fleur et ses 2 filles, Marguerite et Philippine,
furent accusés d'avoir jeté un sort au seigneur de Lévis après que plusieurs proches de celui-ci furent morts, soudainement, dans des circonstances tragiques. On accusa un culte caché. Marguerite et Philippine furent traquées, arrêtées, puis pendues, condamnées pour avoir communiqué avec le diable. Leur mère mourut brisée et ruinée en prison peu après. Quelque temps plus tard, une certaine Alice Quirion fut accusée d'empoisonner par maléfice. Ses voisines la dénoncèrent. Elle fut condamnée et exécutée sous les hurrahs de la foule. À l'époque, beaucoup pensaient que le Saint-Sang avait été volé pour servir à des rituels impies, des rituels qui auraient apporté sur la région une grande et terrible obscurité. Quelques gens croient encore ça, des siècles plus tard. Moi, j'ai vu du graffiti bizarre dans le village, des choses qui n'avaient rien à voir avec les gribouillis d'ados. Mais ça, ce ne sera pas le cœur de ce récit. Ce que je t'ai dit, c'était ce que j'aurais voulu savoir avant d'arriver à Saint-Nicolas. Ça m'a aidé à comprendre, autant que possible, ce qui est arrivé depuis. Car, voyez-vous, j'ai payé cher ma paix actuelle. J'ai traversé un cauchemar vivant pour en arriver là. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails secs de la formation sacerdotale. Sache juste que ça ne se fait ni vite, ni facilement, ni sans douleur. Pour certains, des années de discernement. Et après, pratiquement une décennie d'études, avant d'espérer être prêtre. Puis il faut servir sous quelqu'un d'expérience avant de reprendre une paroisse. C'était ma position quand je suis arrivé à Saint-Nicolas, au début de l'année 2020. L'église Saint-Nicolas était sous la responsabilité du père Michel, un prêtre d'âge qui occupait le poste depuis le milieu des années 1970. Il devait prendre sa retraite à l'été de l'année 2021. L'idée, c'était que je passe 18 mois à ses côtés avant de reprendre la paroisse. Normalement, la période d'apprentissage, c'est 2 ans. Tu vois la chance que j'ai eue, un raccourci rare. Mais il y avait une condition. Le père Michel, presque 79 ans quand on s'est rencontrés, avait décliné mentalement depuis un moment. Et sa santé mentale inquiétait beaucoup de paroissiens. On parlait de sermons étranges, d'explosions de colère, de remarques qui mettaient mal à l'aise lors de conversations privées. À l'archevêché, on trouvait ça inacceptable. Si je pouvais garder la situation sous silence, empêcher un scandale, la paroisse la plus convoitée du Québec serait mienne. Pour aussi cynique que cela puisse paraître, j'ai accepté. Je suis venu pour soigner un vieux soldat de l'Église dans le crépuscule de sa carrière. J'ai pensé que ce serait un honneur. Je n'avais pas imaginé à quel point ce serait destructeur, tant pour ma foi que pour ma santé mentale. Je suis passé la première fois à Saint-Nicolas en décembre de l'année 2019, avant ma prise de fonction. Le père Michel avait son mot à dire sur qui reprendrait la paroisse, après un après-midi de thé et une longue conversation sur des sujets. Oui, des sujets étranges et parfois techniques. Il m'a dit que j'avais le poste. Michel n'était pas du tout ce qu'on m'avait décrit. On m'avait prévenu qu'il perdait l'esprit, qu'il était un risque. Et pourtant, quand on a parlé, il était vif. Son esprit était net, son humour piquant. On a discuté pendant des heures. Il en savait long sur beaucoup de sujets. Il était affirmé, accueillant, charmant sans vanité, sage, sans pédanterie. Il incarnait tout ce que j'imaginais d'un prêtre. Quirks ou pas, j'étais heureux, honoré, d'être son protégé. Je ne savais pas encore que ce masque allait craquer. Au début, tout s'est bien passé. En février de l'année 2020, je me suis installé dans la chambre libre du chalet derrière l'église.
un beau petit chalet. Et toit pentu, un rosier de vent, mon chez-moi actuel. 5 ans bientôt que j'y suis, et aujourd'hui, je me pose encore plus de questions qu'au départ. Le premier mois d'apprentissage a roulé tout seul. J'assistais à la messe, au baptême. On passait les procédures pour mariages et funérailles, visites à l'hôpital et aux résidences, séances de conseil pastoral. J'écoutais le père Michel préparer ses homélies, j'organisais des groupes d'études bibliques, des rencontres de jeunes. J'ai aussi géré l'administratif quotidien. Croyez-moi, ça occupe. La warmth de la période de Noël a rendu la transition douce. Aucune trace des épisodes dont les paroissiens parlaient. Je me suis dit que tout avait été exagéré. Puis ça a basculé. Un soir, après le souper, on buvait notre thé avec quelques biscuits. On a fini par parler des funérailles de paroisse. D'une discussion sur les obsèques, on a dérivé sur la mort en général. Chez nous, on parle de l'au-delà au coin du feu. C'est normal. Mais cette fois, la conversation a viré au sombre. Le père Michel a dit que sa vie terrestre touchait à sa fin. Il rumina ce que cela signifierait pour son âme. Il a admis envier les saints martyrs, ceux dont la foi les avait menés à la mort. Il a expliqué que dans notre foi, les martyrs ont une place particulière. Leur supplice sert de purification. Certains, selon la tradition, évitent le purgatoire. Et lui, il enviait ça. J'ai souri, gêné, mais je sais bien que même un prêtre se pose ces questions. Il n'a pas parlé des martyrs connus qu'on cite au catéchisme. Saint Étienne lapidé, Saint Pierre crucifié la tête en bas, Paul décapité à Rome sous Néron. Non, il a parlé de Sébastien, mais pas seulement. Sébastien transpercé de flèches, laissé pour mort, qu'on a ensuite dégagé et battu à mort. On lui a brisé chaque os. Il me racontait ça d'une voix calme, presque admirative. Puis il enchaîna. Sainte Barbe, mais surtout Sainte Barbe? Non. Il évoqua Saint Barthélemy, écorché vif puis décapité. Sainte Catherine d'Alexandrie, écrasée sur la roue Brisos, la roue qui casse les membres dans un ordre précis pour augmenter la souffrance. On les voyait exposés comme avertissement. Il parla de la roue qui se brisa avant elle, tant l'acharnement fut grand. Il mentionna Agnès, dont le bûcher n'a pas pris, Perpétue et Félicité, déchirées par des bêtes au Colisée, puis exécutées. À chaque histoire, il rendait compte des détails avec un intérêt presque malade. Et il a dit, si j'avais su, j'aurais prolongé la torture pour l'élever toujours plus haut. Il raconta tout cela, les yeux brillants, la salive formant des taches sur ses lèvres, parlant de la souffrance comme d'un don. Je te disais que j'avais été averti, mais l'entendre de sa bouche, le voir s'animer, c'était autre chose. J'ai eu peur, pas pour moi, pour lui. C'était la première fois que je voyais quelque chose d'objectivement inquiétant, le genre que les gens évoquaient en chuchotant dans le presbytère. J'ai rapporté l'incident à l'archevêque. Sa réponse, « Continuez votre bon travail ». J'avais calmé le père Michel. Il était revenu à lui. Il était conscient de son déclin. Selon l'archevêque, il n'y avait pas d'urgence. J'ai eu beau insister, ce fut comme parler au vent. Et puis est venu un autre soir, où il m'a demandé s'il pouvait me confier quelque chose d'inconfortable. J'ai mis la bouilloire, sorti des biscuits à la crème. On s'est assis. Il m'a dit que depuis quelques années, une fois par semaine, il était visité par un ange, dans la nuit, au beau milieu du sommeil. J'ai senti mon cœur se serrer. Hallucination auditive, visuelle, délire. J'ai voulu savoir. Il prétendait ne pas voir l'ange. Il sentait plutôt une présence, un frisson. Puis il descendait et s'asseyait dans l'obscurité,
au fauteuil dans l'angle, et écoutait. Quand je lui ai demandé s'il voyait une forme, il m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il se protégeait en regardant le mur, qu'il craignait de voir l'ange sans permission, car ça lui brûlerait les yeux et mettrait le feu à son esprit. Ses réponses étaient décousues, et j'ai senti l'urgence. J'ai essayé de joindre l'archevêque. J'ai atterri sur son adjoint. L'adjoint, je l'appelle ici le père sans nom, ou plutôt le père sans épine, parce qu'il manquait de caractère, m'a pris à rebrousse-poil. Il a botté en touche, retardé, fait traîner. Je comprenais vite. Si le père Michel disparaissait sous traitement avant sa retraite, l'Église aurait à payer sa médication, peut-être même des soins privés coûteux. Si tout restait secret jusqu'à sa retraite, les frais viendraient sur sa pension. L'archevêque tenait à ne pas voir son budget exploser. Pire, il craignait pour sa réputation, son avancement. Quand j'ai compris ça, j'ai envoyé des mots durs. Peu après, l'archevêque m'a rappelé, furieux, pour me demander si j'avais bien compris mes instructions. Il m'a rappelé le deal, garder la situation sous contrôle et éviter le scandale. Il m'a dit, froidement, que s'il me jugeait incapable, il trouverait quelqu'un qui le serait. En clair, je pouvais me taire, gérer, ou partir et perdre ma chance. J'ai donc fait ce que je pouvais. J'ai présenté des excuses formelles. J'ai assuré que je gérais la situation. C'était la fin du printemps de l'année 2020. Tu te rappelles, le confinement est arrivé peu après. Je me suis dit que la pause, l'arrêt des messes, aiderait. Et d'abord, ça a été ainsi. Mais l'isolement a fini par aggraver la chose. Les restrictions ont été une lame à double tranchant. Elles ont abîmé la santé mentale du père Michel, mais elles ont aussi gardé sa folie à l'abri des regards. Il s'est mis à errer la nuit, à perdre le sommeil. Ses accès maniaques sont devenus plus fréquents, et il tournait toujours autour du martyr et de ceux qui les avaient faits. J'ai commencé à verrouiller ma porte la nuit. Tant pis si ça paraissait extrême. Je craignais ce qu'il ferait. Quand les restrictions se sont un peu allégées à l'automne, le retour à la vie publique lui a fait du bien. Il a retrouvé une routine. Mais quand, aux alentours de la Toussaint, on a de nouveau limité les obsèques et les services, sa santé a replongé. Il est passé d'irritable à euphorique, toujours obsédé par l'idée d'une communication céleste. Il parlait en énigmes bibliques. Il avait l'air comme possédé par l'attente. Noël lui a donné temporairement une bouée. Il s'est concentré sur les messes, sur les chants, et j'ai respiré. Puis est venu le mois de janvier, l'hiver québécois glacial et l'isolement à nouveau. Les communications avec l'ange sont passées d'hebdomadaires à presque quotidiennes. Son sommeil s'est effondré. Il est devenu irascible, parfois violent. Il cassait des objets, criait sur les paroissiens, et lors d'une messe, il a dérapé en parlant d'anges, comme d'entités avec lesquelles il communiait. J'ai commencé à douter de ma survie, littéralement. Je me demandais si je supporterais encore 1 an comme ça. Je cite, « Je me demandais si je survivrais à sa tutelle. » Je ne le savais pas, mais il serait parti moins d'1 mois plus tard. Tout le mois de février de l'année 2021, le père Michel avait pris du repos. Il avait refusé auparavant, mais après les hauts et les bas, il était tombé dans une dépression qui l'obligea à une pause publique. J'ai assuré en son nom, remplaçant le mieux possible. Puis, un dimanche matin, le 28 février, très précisément, je me suis réveillé et je l'ai trouvé habillé, coiffé, prêt à célébrer la messe. Comme si le vide et la frénésie s'étaient volatilisés. Il paraissait empli d'une joie contenue. La messe a été impeccable.
Les paroissiens étaient ravis de le revoir. Après, autour d'un thé et de quelques petits gâteaux à la crème, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit que pendant une année entière, il avait posé des questions à Dieu. Aucune réponse. Mais dans la nuit précédant ce dimanche, l'ange lui avait enfin parlé. L'ange avait promis un signe. Il ne saurait ni d'où, ni comment, ni quand, mais un signe lui serait donné. Tout le monde a ses croyances. Moi, je me suis inquiété. Ses humeurs étaient des montagnes russes. S'il n'obtenait pas son signe, la chute serait terrible. Ah, j'ai prié, j'ai veillé. La nuit venue, je n'étais prêt à rien de ce qui a suivi. Le père a une routine. Il se couchait habituellement vers 9h30 du soir. Ce soir-là, il s'est arrêté vers 9h15. Je pensais qu'il se préparait à dormir. Puis il est revenu, tout habillé, et s'est mis son manteau. J'ai demandé où il allait. Il n'a pas répondu. Il a dit simplement, sans ton d'ordre, mais comme une certitude, « Tu vas me suivre ». Il n'y avait pas d'ombre d'excitation dans sa voix, juste une phrase froide. Il fit demi-tour et sortit. J'ai enfilé mon manteau, ma tuque, je l'ai suivi. On a marché un moment, par le sentier, à travers les arbres. On est sorti dans un champ à l'est de la route du moulin à soie. Il faisait froid, l'air piquait les poumons, et je sentais l'odeur humide de la terre gelée. On a traversé la voie publique et on s'est arrêté au milieu du champ, face à la route Rochelais. J'ai encore demandé ce qu'il comptait faire. Il m'a regardé, m'a dit « On attend » et a sorti quelque chose de sa poche. Un couteau de poche, la lame qui luisait sous la pâle lune. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la Sûreté du Québec exactement à 21h47. Je m'en souviens. J'ai dit qu'il avait un épisode plus violent. La dispatch m'a assuré que des patrouilles arriveraient rapidement. J'ai raccroché et j'ai tenté de le convaincre de ranger ce couteau. Il tenait la lame, mais il m'a étonné par son calme. Tout en le suppliant, il souriait quasiment. Il m'a dit d'attendre encore quelques minutes. J'ai dit aux policiers de se dépêcher, que ce couteau était dangereux. Il ne m'a pas écouté. Puis, j'ai vu les gyrophares bleus d'une voiture de patrouille se rapprocher derrière nous, et j'ai crié vers eux. L'agent, en débarquant, a tiré un taser, un pistolet électrique. Je l'ai vu le brandir. J'ai fait encore un pas vers le père Michel, pour le raisonner. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'irréel s'est produit. Un grand flash vert a fendu le ciel, puis une traînée blanche a jailli de ce vert, comme un bras lumineux qui déchire la nuit. Un énorme bang a résonné au-dessus de nous. J'aurais juré entendre mon cœur battre dans mes oreilles. L'air a senti l'ozone. Les cheveux des policiers se sont dressés. Puis, comme si on lui avait répondu, le père Michel s'est retourné vers moi. Il a dit « Ma question a reçu réponse. Ce soir, je serai martyr. Celui qui me donnera la mort est ici, dans ce champ. » Il m'a pointé du doigt, et puis s'est approché en tendant le couteau, tenu par la lame, comme une offrande. Les agents criaient, me suppliant de tenir bon, de reculer. Je reculais, eux aussi. Je sentais la boue froide sous mes bottes. Ils me suppliaient de calmer le père. Ils me pressaient, encore et encore, « Tue-moi ». À chaque refus de ma part, il se mettait plus en colère. Puis il a perdu pied. Il a pivoté, le couteau levé, prêt à s'abattre sur moi, et l'agent a tiré son taser. Il est tombé, frappé par la décharge, conscient encore, puis inconscient. Ils l'ont emmené d'urgence. On m'a dit qu'il avait toutes les chances de s'en sortir. Il n'a jamais repris connaissance. La charge du taser, combinée à une condition cardiaque qui n'avait jamais été diagnostiquée,
a ravagé son cœur. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu. Il s'est aggravé, lentement. Puis, dans les premières heures du lendemain, il s'est éteint. J'ai été le premier à apprendre la nouvelle. J'ai pleuré. Pas tant de surprise, mais un profond sentiment de choses accomplies. Il avait eu raison. Il avait dit qu'il recevrait un signe. Le météorite de Saint-Nicolas, celui qu'on a depuis expliqué scientifiquement, avait été pour lui la réponse. Il pensait que ce fragment céleste confirmait qu'il serait martyr. Il ne croyait pas quitter le champ vivant. Et d'une certaine manière, l'intervention du policier qui l'a électrocuté a donné raison à sa prophétie. Comment savait-il pour le météorite? Hasard? Coïncidence effroyable? Parfois, je me convainc que tout cela n'est que malheur aléatoire. D'autres fois, je n'en suis plus si sûr. Ce que je sais, c'est que cet épisode s'ajoute à la longue liste d'événements bizarres qui ont marqué Saint-Nicolas. Et il y en aura sans doute encore beaucoup, beaucoup,